Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois sur votre zone entrepreneur où nous recevons et accueillons des cadres de notre société, des personnes qui font vraiment la différence. Et aujourd'hui, nous avons une personne très particulière, l'un des rares hommes qui ont démystifié l'entrepreneuriat ici au Nord Kivu. Il a commencé, il gravit les échelons et aujourd'hui, il essaie de faire la différence dans son domaine. Il est à la tête de deux grandes entreprises qui ont engagé et qui sont en train de faire bien dans la ville de Goma. Okapi Agrobusiness, mais aussi Yubi Telecom. Je vous présente celui qu'on appelle Bernard Bahati. Que nous disons bonjour et bienvenue, Monsieur Bernard. Bonjour, merci beaucoup. Nous sommes très honorés de vous avoir ici sur Zonar Télévision à cette journée, sachant que vous êtes à gauche, à droite, dans beaucoup de choses, mais cela ne vous a pas empêché d'accepter d'être là avec nous, partager avec la jeunesse, toutes les personnes qui suivent l'émission, cette connaissance, cette expérience que vous avez déjà acquise dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, c'est plutôt un grand honneur d'être devant vous parce que c'est notre devoir. Nous faisons ce que nous pouvons pour partager ce que nous savons aussi. Nous disons que rien n'est tabou, il n'y a pas de magie, il n'y a rien de très compliqué, c'est juste question d'expérience et dès qu'on sait quelque chose, pourquoi ne pas le partager avec les autres? Alors, mesdames, messieurs, Bernard Bahati, lui qui a été l'un des intervenants dans la récente activité entrepreneuriale Evening in Black, où il est revenu sur un sujet très important. Malheureusement, l'État n'a pas été suffisant pour décortiquer toutes les questions. Entreprendre en République démocratique du Congo, défis et opportunités clés. Opportunités alors, les clés pour transformer les défis locaux en avantages compétitifs. Et là, nous l'avons réussi pour revenir sur la même question. Mais avant de pouvoir y revenir, nous allons d'abord parler de Monsieur Bernard, lui qui a toujours motivé beaucoup de personnes sur X, l'un de ses réseaux préférés. J'ai toujours vu et lu ses différentes interventions sur Twitter. Alors, Monsieur Bernard, parlons d'abord des Okapi Agrobusiness. Pourquoi d'abord l'identité Okapi? Est-ce que ça se réfère à notre patrimoine national, exactement. Okapi Agrobusiness, ça vient du monde. Donc, nous avons d'abord l'identité Okapi. Vous connaissez tous l'identité Okapi, pardon. Nous connaissons tous Okapi. Nous savons tout ce qui est Okapi, c'est un animal qui n'existe qu'en RDC. Ça veut dire que c'est vraiment un patrimoine national. C'est une fierté pour la RDC. On ne peut pas le trouver nulle part ailleurs qu'en RDC. Et c'est là où nous avons pris ce nom pour deux choses. Un, c'est le fait que ce soit parmi la fierté de la RDC. Et les deux, nous devons aussi se rappeler que Okapi comme animal, c'est l'unique ou bien le mammifère le plus propre. Donc, travaillant dans le domaine agroalimentaire, nous nous disons que quand même ce que nous faisons devrait être aussi propre que ça. Et c'est dans ce sens-là. Donc, c'est une fierté pour la nation, comme Okapi Agrobusiness est une fierté ou est en train de devenir une fierté. Mais aussi, nous voyons un peu l'aspect propreté, nous voyons l'aspect du soin, de la qualité. Et c'est un peu de tout ça. Et c'est de là où est venu le nom Okapi, maintenant dans les domaines agroalimentaires. Déjà, l'un de ces produits Okapi qui porte cette identité, nous avons l'eau qui est en train déjà d'être appréciée par beaucoup de consommateurs à Goma. C'est l'un des produits que nous avions personnellement eu l'occasion de découvrir dans la soirée Evening in Black. Alors, à part l'eau, dans quelle autre activité ou peut-être dans quel autre produit Okapi s'intéresse? Okapi Agrobusiness comme société nous est en train de vendre la marque Okapi parce que nous disons Okapi Agrobusiness, c'est la société, mais il y a la marque Okapi
qui est aussi, je dirais, un produit par entière, juste la marque Okapi. Et avec cette marque, nous avons plusieurs produits. Nous avons l'eau minérale, comme vous avez dit, que vous connaissez déjà. L'eau minérale que nous produisons dans plusieurs dimensions. Ça veut dire que nous avons des bouteilles de plusieurs dimensions. Et puis, à part l'eau minérale, nous avons l'usine d'eau, nous avons l'usine de production des farines, des maïs, semoule de maïs, comme les gens le disent, semoule de maïs, la semoule blanche. À part la semoule Okapi, le produit au nom de Okapi, comme nous faisons un peu, nous suivons aussi la production de la chaîne des valeurs, nous produisons aussi les aliments pour bétail, les aliments pour bétail, pour le volaille, dénommés aussi Okapi. À part les aliments pour bétail, pour volaille, qui portent aussi la marque Okapi, nous produisons aussi les riz de marque Okapi. Okay. À part les riz, nous sommes en train d'installer notre cuisine à ce moment pour produire des boissons gazeuses. Okay. Donc, avec la marque Okapi, d'ici fin janvier, nous allons mettre sur le marché Okapi Cola, Okapi Énergie, Okapi Citron, Okapi Orange, toute la gamme de produits de boissons gazeuses. Bref, ce que nous produisons avec la marque Okapi. Mais nous avons aussi d'autres produits que nous mettons sur le marché, mais sans la marque Okapi. Sans la marque Okapi, nous avons de l'huile végétale, nous avons d'autres produits qu'on ne transforme pas, comme les haricots, comme d'autres produits alimentaires que nous vendons, que nous fournissons en gros maintenant à des grands acheteurs. Okay. À des grands acheteurs. Qui vont aussi les faire vendre. Voilà, qui vont mettre leur propre marque ou pas. Okay. Oui, on personnalise pour eux parce que là, je peux parler des organisations, des ONG pour qui nous produisons des quantités, des milliers de tonnes d'aliments et qui mettent des fois leur marque parce que nous sommes fournisseurs PAM, nous sommes fournisseurs d'autres grandes organisations qui ont besoin de produits agroalimentaires. Alors, ce que je dois noter, ce qui est vrai qu'on ne peut pas se tailler une identité comme la vôtre aujourd'hui sans certaines disciplines. On pourra revenir sur vos qualités un tout petit peu après, mais revenons un tout petit peu sur les défis d'entreprendre ici chez nous en RDC, particulièrement au Nord Kivu avec la conjoncture actuelle, la guerre et tout ce qui va avec. Est-ce que c'est facile d'entreprendre en RDC, M. Bernard? Entreprendre n'a jamais été facile, que ce soit aux États-Unis. Il n'y a nulle part où entreprendre est facile. Okay. En Europe ou en Afrique, en Asie, entreprendre c'est difficile. C'est vraiment difficile. D'accord. Maintenant, s'il faut parler de la RDC maintenant, particulièrement, c'est très, très, très difficile. C'est un peu proche de l'impossible. Okay. Un peu proche de l'impossible. Je ne peux pas dire que c'est impossible, mais si en Europe, si vous entreprenez, vous avez, je dirais, 30 à 40% des chances de réussir. En RDC, vous avez 3 à 5% de chances de réussir. Ah bon. Et ce n'est pas étonnant de voir quand même que parmi les grandes entreprises, il n'y a pas presque les entreprises congolaises. Il n'y a pas un grand groupe international qui était né au Congo. Il n'y a pas du genre comme on sait voir les Henken et les restes, où on sait que c'est né en Hollande ou je ne sais pas, parmi les grands groupes, il n'y a pas un grand groupe qui est né au Congo et qui domine un peu le monde. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans aucun des domaines. Et les plus grands obstacles selon vous? Et les obstacles, parce que nous le savons quand même que entreprendre, comme je l'ai dit, c'est pas facile, à plus forte raison en RDC où il y a autant de difficultés, il y a plusieurs défis. Il y a plusieurs défis, mais qui constituent aussi des opportunités, parce que chaque défi constitue d'opportunités. Ouais. Parce que ce qui manque, comme les routes ou je sais pas, des infrastructures, ça veut dire que celui qui pourra investir dans ce secteur-là aura un grand marché normalement à servir. Et en RDC, il y a plusieurs choses à faire. Il y a encore plusieurs choses. Et le
premier défi et le plus grand, c'est d'abord la compréhension même de l'entrepreneuriat. Ce que vous investissez, vous entreprenez dans un pays ou dans un endroit où même les gens ne savent pas qu'est-ce que signifie l'entrepreneuriat. Beaucoup pensent connaître. Le consommateur ou tout le monde, même ceux qui se lancent. Même ceux qui entreprennent, la plupart. Ok. La plupart ne comprennent même pas encore c'est quoi. Pourtant, il y a beaucoup de structures qui encadrent des jeunes entrepreneurs, des incubateurs. Bon, moi je vais juste te montrer, et vous avez la preuve, combien d'entreprises sortent de ces incubateurs et qui ont les succès aujourd'hui. Je ne suis pas contre les incubateurs, je pense que c'est là où il faut commencer si vous en avez l'occasion. Parce qu'au moins, il y a certaines choses que vous allez apprendre, mais je parle par rapport au niveau actuel, c'est que le niveau de compréhension générale. Même l'État congolais ne comprend pas c'est quoi l'entrepreneuriat. Parce que quand vous voyez comment est-ce qu'on harcèle les entrepreneurs, vous pouvez vous dire que même ceux qui nous dirigent jusque-là, ils ne comprennent pas, c'est pas de leur faute, parce que c'est nouveau. Et en parlant des entrepreneurs, l'État ou tous les acteurs autour de la question, on ne comprend pas encore tous au même niveau parce que c'est nouveau. C'est nouveau. Nous avons commencé et on a compris que déjà dès le départ que nous avons été tous formés pour chercher de l'emploi. On n'est pas formés pour créer de l'emploi. Même que ce soit nos lois, que ce soit nos coutumes, que ce soit nos idéologies ou notre compréhension de choses, c'est que nous sommes préparés à chercher l'emploi, pas à la créer. Et c'est ainsi que ça constitue un frein. Et c'est dans ce sens-là que je dis, on ne comprend pas encore tous. C'est comme ça qu'on se bloque tous. Et la faute appartient à qui? Non, la faute n'est à personne. Parce que, en fait, dans toute chose, c'est pas qu'il faut qu'il y ait la faute à celui-ci ou à celui-là. Et s'il faut nécessairement qu'il y ait un responsable, c'est que c'est notre faute à tous. Mais je ne pense pas que ça soit une faute de quelqu'un. Parce que quelque chose de nouveau, nous apprenons tous au même moment. Nous sommes en train d'entreprendre. Je vous donne un exemple. Vous avez les consommateurs, ça veut dire la population lambda, tout le monde, qui sont fiers de consommer étranger. Ça veut dire, vous êtes vous-même une famille, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de l'emploi au pays, mais au même moment, vous consommez étranger. Et vous voulez que vos filles et fils trouvent de l'emploi, ou si ce n'est pas en commençant par consommer d'abord ce qui est produit ici. Donc, si je comprends bien, le plus grand challenge devrait être de sensibiliser presque les consommateurs. Ce n'est pas seulement les consommateurs. Je parlais de la population, parce que même les dirigeants viennent de la population. Et ils sont aussi consommateurs. Ils sont aussi consommateurs, mais aussi ils ont quand même un pouvoir, ils ont une décision à prendre. Je dirais aussi les législateurs lui-même de lois, c'est que vous avez des lois qui ne favorisent pas l'entrepreneuriat local. Vous avez des pays ailleurs qui se déplacent. À chaque fois, quand vous voyez un chef de l'État se déplacer, il part, il voyage avec les sociétés, avec les entrepreneurs de son pays, pour aller demander faveur à ce que les entreprises de son pays soient installées dans un pays hôte. Mais chez nous, je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais je crois que c'est pas encore à ce point. Parce que moi, j'ai participé plusieurs fois, j'ai vu plusieurs fois, les gens se sentent fiers. Tous les Congolais sont fiers de consommer étranger. Quand quelqu'un parle de sa montre, il dit, tu vois ma montre ici. Ça vient de l'Italie. Hein. Ça vient de l'Italie, ça vient de Paris. Et on le dit avec fierté. On le dit avec fierté, pourtant ça devrait être une honte. Ouais, malheureusement. Quand vous consommez une bière ou je sais pas, vous consommez un truc ou vous dites, ah ben, faut pas blaguer avec moi, ça vient de France. C'est une fierté. Et la France emploie combien de Congolais? Ouais, malheureusement. La France, ou ces entreprises la payent combien en termes de taxes au pays? Parce qu'on veut une chose et son contraire. Il n'y a pas que la population, il n'y a pas que l'État, il y a même les entrepreneurs eux-mêmes
Donc vous et moi. Et ce qui pose problème, c'est que ceux qui semblent réussir sont qui payent les gros prix de tous les autres entrepreneurs qui commencent à... Non, tout le monde paye le prix, ne t'en fais pas. Tout le monde paye le prix. Et l'État et la population, tout le monde paye le prix. Regarde autant de chômeurs qui sont au quartier, qui payent à leur place. Et même, ils payent le fait qu'ils n'ont pas d'emploi, le fait qu'il y a de chômage. C'est ça. Qui paye le prix? C'est aussi ces parents qui consomment étrangers, mais qui voient leurs fils et filles sans emploi, après avoir dépensé dans leur scolarité. Il n'y a pas que ça. Regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous enseigne, comme je l'ai dit, que ce soit à l'école secondaire, à l'université, on nous enseigne tous à chercher de l'emploi. Mais regarde le niveau de l'enseignement. Regarde le niveau. C'est parce que qui vient payer après? On produit combien de demandeurs d'emploi chaque année? La RDC le produit 1 million chaque année. Et puis à un moment sans lasse, on produit des prospects, des potentiels travailleurs sans produire des postes où ils seront affectés. Mais qui est censé le produire? C'est toujours nous-mêmes, c'est toujours nous tous. C'est toujours nous tous. C'est comme ça qu'il faut commencer de quelque part. C'est comme ça que vous et moi devons faire en sorte que ça soit différent. C'est pourquoi vous et moi et les téléspectateurs qui nous suivent doivent se dire que moi désormais, par rapport à ce que je viens d'apprendre, je déciderai quoi acheter, chez qui acheter. Parce que chaque centime que vous achetez, que vous dépensez, qui est envoyé à l'étranger, c'est normal que ça ne crée pas d'emploi ici. Très important. C'est normal que ça aide à nous appauvrir, nous tous. Très important. Mais par contre, si vous achetez de la tomate produite ici à Massissi, si vous achetez de la farine produite ici à Goma, sachez que cet argent reste ici et paye un employé congolais. Monsieur Berdard, avez-vous déjà fait face à des situations qui paraissaient insurmontables, mais peut-être pas... Comment vous avez réussi peut-être? Chaque jour. Et comment vous réussissez à les surmonter? Chaque jour. Vous savez, j'aime l'entrepreneuriat parce que c'est des défis du jour le jour. Voilà. Donc chaque jour, vous devez avoir des challenges. Vous savez, dans d'autres domaines, on a tous quelqu'un qu'on va voir pour dire, ok, j'ai un problème comme ça, je les règle comment? C'est que si vous êtes un agent et que vous avez un souci, vous devez voir votre supérieur, vous lui dites, et voilà, et j'ai ça comme problème, je gère ça comment? Mais par contre, quand vous êtes un entrepreneur, on ne vous amène que de problèmes et vous avez l'obligation de chercher des solutions. L'État vous dit, il faut que vous payiez ça. C'est un problème. Vos clients vous disent, votre produit n'est pas au point, j'ai besoin que ça soit comme ça. C'est des problèmes à régler. Vos fournisseurs qui vous disent, non, vous devez me payer cash avant. C'est des problèmes. L'État, et ainsi de suite. Vos agents, vous êtes le seul qui doit trouver les solutions. Et c'est là, chaque jour. Chaque jour, quand tout le monde dort la nuit, vous devez être en train de réfléchir comment apporter des solutions. Et les solutions, ce n'est pas seulement au problème de chaque jour, mais aussi, ce n'est pas seulement le problème de vos partenaires, de vos agents, non. Aussi les problèmes de la communauté, le problème de tout un peuple. Parce que si vos produits et services ne répondent pas ou ne résolvent pas un problème de tout le monde, mais personne ne vous payera. Et pourquoi ils doivent vous payer? Ouais. Ouais. Il vous est un jour arrivé envie d'abandonner? Une situation quelconque vous est un jour arrivé, vous dites là, cette fois, j'en ai ras-le-bol, je laisse tout. Bon, je vais contextualiser, parce qu'il y a une grande différence entre abandonner ou changer de stratégie. Okay. Ça veut dire que j'ai abandonné parce que je me suis senti battu ou vaincu, jamais. Okay. Jamais, okay. Jamais. Okay. Mais par contre, dire que, ok, je me suis remis en cause, et j'ai compris que j'ai mal planifié, j'ai mal calculé, et que peut-être je devrais revoir, et que je ne devrais pas tout couler parce que j'étais parti sur une mauvaise base, que
je devrais peut-être changer des caps, changer des stratégies. Ça, je fais plusieurs fois. Alors, je vais revenir sur quelques citations qui sont votre sur X. Et peut-être on pourra y revenir un tout petit peu. Il y a d'abord l'une où vous avez dit le succès appartient à ceux qui osent sortir de leur zone de confort. Faites aujourd'hui ce que vous offrez. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'ai dit, c'est ce qui est réel, c'est ce qui est vrai. On ne peut pas espérer réussir dans sa zone de confort. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que la zone de confort, c'est faire juste ce qui va, ce qui marche, ce qui fonctionne, ce qui est bon, ce que je sais faire, ce que tout le monde comprend, quand tout le monde vous encourage, quand c'est bien, tout ça. Malheureusement, il n'y a pas de réussite dans ça. Pourquoi? Tout le monde peut le faire. Et en quoi est-ce que vous allez être spécial? Pourquoi tout le monde doit toucher dans sa poche, vous donner de l'argent? Parce que tout le monde cherche l'argent. Pourquoi mon frère ici et vous pouvez vous dire, on lui paye, on lui donne l'argent? C'est quand je fais ce qui est spécial et que vous ne pouvez pas le faire, c'est là que vous pouvez me donner l'argent, c'est là que vous pouvez me payer. Et ça, on ne trouve pas dans le confort, on trouve ça qui est dans l'inconfort. C'est quand je dois dormir chaque jour à 2 heures du matin, comme c'est le cas, et me réveiller chaque jour à 5 heures. C'est là où je me dis, je ne peux faire que ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est comme ça que ça serait différent. Il y a l'un de mes contacts qui a pris votre citation et mettre sur son statut. Il a dit ceci: arrêtez de chercher les moments parfaits pour agir. Utilisez les moments que vous avez maintenant. Bernard Bahati. Disons un peu, il y a d'autres personnes qui disent qu'il faut attendre que les bons moments arrivent. Il n'y aura jamais de bons moments. Il n'y aura jamais de bons moments. Expliquez. C'est que le bon moment, c'est le moment présent. Parce qu'au moins, vous êtes sûr que vous êtes en vie. Les bons moments, c'est là maintenant. Non. Parce que les bons moments que vous attendez n'arrivera jamais. Les bons moments, c'est le fait que là où vous êtes vivant et que vous y pensez. Et que vous pouvez commencer de là où vous êtes. Parce que c'est ça aussi la réussite. La réussite, c'est commencer aujourd'hui, maintenant, avec ce que vous avez. Je l'ai toujours dit, les conditions ne seront jamais réunies parce que c'est à nous de les réunir. Moi, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, ces mots, je ne savais même pas ce que ça signifiait. Et que, grâce à ce que je fais aujourd'hui, il y a d'autres qui peuvent commencer. Mais si j'attendais à ce que ça commence, ça serait quand? Je me rappelle à l'époque, les gens disaient, mais comment entreprendre dans un pays instable, il y a encore la guerre. Ça fait combien d'années qu'on est en guerre? Et quand est-ce que vous pensez qu'il y aura la paix? Peut-être que nous tous, on va vieillir et mourir sans... Je ne le souhaite pas. Mais au moins, soyez sûrs que la guerre fait partie des opportunités d'affaires. Ce n'est pas une bonne chose, mais le fait qu'on soit en guerre, laisse-moi vous montrer l'opportunité que moi je trouve avec la guerre. C'est le fait que les multinationales ne peuvent pas venir en RDC parce qu'ils ont peur. Ça vous donne, vous, jeunes Congolais, la possibilité d'entreprendre des solutions sans qu'il y ait une forte concurrence. Parce que s'il y a une paix durable, les grandes puissances vont venir investir ici et vous ne trouverez même pas une petite place où vous pouvez investir. Alors, citons par cette citation, ça sera la dernière. Ce n'est pas combien d'heures vous travaillez, mais comment vous les utilisez. Travailler intelligemment. Qu'est-ce que vous qualifiez de travailler intelligemment? Nous sommes différents d'autres espèces de la Terre. Ça veut dire que nous avons un cerveau qui doit réfléchir. Nous avons un cerveau qui doit réfléchir. C'est bien d'entreprendre, c'est bien de se lancer, mais on ne doit pas se lancer aussi avec les mains. On doit réfléchir, on doit calculer, on doit s'informer. Nous sommes dans la meilleure période de la vie et des opportunités qu'on a aujourd'hui n'ont jamais existé. J'ai dit à plusieurs personnes, vous serez choqués de l'apprendre, que même la personne dont on nous a dit, dont on nous parle, le roi David, il est mort sans toucher le téléphone. Ça veut dire qu'il ne devrait qu'envoyer un pigeon, envoyer une petite lettre comme ça, de 2 pages,
et espérer que ces pigeons arrivent et atterrissent au bon endroit. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une bonne période de la vie où vous pouvez tout chercher. Il y a même l'intelligence artificielle à la portée de tous. Vous avez YouTube, tous les réseaux sociaux où vous pouvez faire des recherches pour apprendre. Mais malheureusement, ces avantages, nous les utilisons abusivement. Ça veut dire qu'il n'y a que des polémiques sur les réseaux sociaux. Quand vous allez sur YouTube, c'est voir des choses qui n'ont pas de sens. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, sur Internet, vous n'apprenez rien. Mais moi, quand j'y vais, je ne suis pas le seul quand même. Je sais que d'autres le font. C'est pour chercher, c'est pour apprendre. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux investir dans n'importe quel domaine et réussir parce que je prends mon temps. Je prends tout mon temps à apprendre. Maintenant, dans les 24 heures que nous avons tous chaque jour, moi j'ai 24 heures, vous avez 24 heures, Elon Musk a 24 heures, Bill Gates a 24 heures, le président Félix Tshisekedi a 24 heures. C'est là où je parle, ce n'est pas les temps qui comptent. Nous travaillons tous 24 heures. Mais nous ne faisons pas tous la même chose. Nous ne faisons pas tous la même chose. Parce que dans les 24 heures, il y a ce qui crée de la valeur. Dans les 24 heures, il y a ce qui les abîme. Dans les 24 heures, il y a ce qui construit de la richesse. Comment vous ne pouvez pas être révolté dans un monde où vous avez quelqu'un animé comme vous et moi? Il gagne $1 million chaque 3 secondes. Vous voyez? Parce qu'il sait créer de la valeur. Il a créé de la valeur. Ce n'est pas moi, c'est Elon Musk. Mais les temps que nous avons, là maintenant, nous pouvons les rentabiliser. Nous pouvons créer de la valeur. Parce que nos 24 heures, tous ne vont pas la même chose. Alors, Monsieur Bernard, avez-vous un jour été inspiré par quelqu'un, je ne sais pas quel terme utiliser, mais d'inférieur à vous, genre sur les niveaux stratification? Peut-être qu'il n'a jamais réussi comme vous, mais vous voyez ce qu'il fait, vous dites, ça m'inspire. Plusieurs fois. Quel comportement vous avez toujours eu? Plusieurs fois. D'ailleurs, je suis toujours inspiré par beaucoup de gens. Il n'y a pas que des grands qui m'inspirent. Parce que je sais voir le courage des gens. Je me dis, ah Seigneur, voir ma façon de voir les choses, si j'ajoute aussi le courage de ces messieurs qui poussent les Tchikoudou, je peux faire mieux. Parce que je vois comment est-ce qu'ils se donnent. Je sais voir comment est-ce qu'ils acceptent de transpirer et de ne pas abandonner jusqu'à arriver là où il va arriver en poussant, je sais pas, une tonne sur quelque chose qui est en bois. Vous voyez? Et il n'y a pas que les gens qui poussent les Tchikoudou. Tous les bosseurs sont mes idoles. Je les suis chaque jour et je vois ce qu'ils font. On s'est rentré d'échiter, mais peut-être un message pour tous les entrepreneurs qui écoutent. Peut-être pas seulement les entrepreneurs. C'est une question un peu, je sais pas, vous permettrez en tout cas d'y répondre. Est-ce qu'on peut réussir sans toucher l'illégal? Je vous le confirme. Parce que, bon, d'abord, ça dépend de la définition de la réussite. Parce qu'à chaque fois, quand on parle de réussite, il y a toujours ce conflit-là. Les gens disent, lui, il a déjà réussi. Bon, je ne sais pas. Chacun a sa définition de réussite. Peut-être votre définition n'est pas la mienne. Mais chacun peut réussir sans toucher l'illégal. Et ça dépend. Comme j'ai dit, ça dépend de ce qu'on appelle réussite. S'il y a quelqu'un qui pense que j'ai réussi, je peux vous confirmer que je n'ai jamais touché l'illégal. Je n'ai jamais vendu des stupéfiants ou des choses interdites. Non. Je n'ai pas besoin de faire des trafics ou je n'ai jamais touché l'argent de l'État ou détourné l'argent de qui que ce soit. C'est avec ma sueur. Mais pour ceux qui peuvent estimer que j'ai réussi, même si je pense que ce n'est pas encore le cas, de par ma définition, c'est encore en téléchargement. J'espère réussir bientôt. Je le souhaite. Merci beaucoup. Voilà un peu. Je pense que c'est possible de réussir sans toucher l'illégal. Ça sera ma dernière question. Ça sera aussi une expérience que vous allez nous partager. Votre plus grand échec en tant qu'entrepreneur depuis que vous avez commencé?
On échoue beaucoup hein, Les plus grands. et on échoue très souvent. Vous savez, quelqu'un m'avait dit, un des mentors que je suivais, un jour il m'a dit, Bernard, sachez que même les grands que vous enviez, mais chaque entrepreneur a des cadavres dans le placard. Là, on parle des cadavres en termes de projet. Ouais. Ça veut dire des choses qui sont mortes, qui n'ont pas réussi. Nous avons des projets qui n'ont jamais vu les jours, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent que compter ce qu'ils ont vu. Les gens peuvent dire Okapi c'est une réussite, oui. Yubi, oui. Je sais pas, et d'autres projets que j'ai faits, oui. Mais s'il faut que je compte ce qui a échoué, je ne sais pas dire lequel est le plus grand. Mais j'ai plusieurs fois échoué. Pendant la période de Covid, quand je me suis lancé à Kinshasa, il y a un projet que j'ai commencé juste une année ou quelques mois avant la période de Covid. C'était à Kinshasa, c'était mon plus grand projet, je pense. Okay. Où j'avais investi beaucoup d'argent parce que vous connaissez quand même Kinshasa, c'est grand. Et qu'il fallait investir à la taille de la ville, quoi. Et juste quelques mois, 4 mois après, il y a eu confinement. J'avais déjà investi beaucoup d'argent. J'avais travaillé une année avant de lancer et juste 4 mois après le lancement, il y a Covid-19. Il y a eu Covid. On a bloqué partout pendant plus d'une année. J'imagine ce que cela a fait, hein, voilà. En tant qu'entrepreneur. Oui. Alors, on sera en train de chuter par les 10 questions où vous n'allez répondre que par oui ou par non, sans explication. Sans explication. En tout cas. Ça doit être complexe, je m'imagine. Vraiment, vous êtes partant? Oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Voilà. Est-il vrai que vous avez rencontré des échecs avant de réussir avec Okapi Business? Oui. Pensez-vous qu'il est plus facile de démarrer une entreprise aujourd'hui qu'il y a 10 ans en RDC? Oui. Avez-vous déjà refusé une opportunité parce qu'elle ne correspondait pas à vos valeurs? Plusieurs fois. Croyez-vous que les produits locaux peuvent rivaliser avec les produits importés en qualité? Oui. Est-ce que chaque province de la RDC pourrait devenir autosuffisante en agro-industrie? Je pense oui. Est-il toujours nécessaire d'avoir un capital important pour démarrer une entreprise comme Okapi Business? Comme Okapi Business? Non. Pensez-vous que les défis rencontrés en RDC forment des entrepreneurs plus résilients? Oui et non, ça dépend de tout un chacun en fait. Ça dépend de tout un chacun. Avez-vous déjà envisagé d'étendre Okapi Business au-delà de la RDC? Oui. Est-ce que l'accès à l'eau potable est aujourd'hui un défi aussi critique que l'insécurité alimentaire? Oui. Pensez-vous que les jeunes entrepreneurs congolais comprennent suffisamment l'importance de la stratégie commerciale? Non. Merci beaucoup, Monsieur Bernard. Si vous avez un conseil à toutes ces personnes qui suivent l'émission, ça sera le moment qu'ils apprennent de vous, de votre grandeur, de tous ces temps que vous avez tout fait pour construire, bâtir cette industrie, cet empire que vous faites à Goma. Merci Donc, beaucoup. Nous félicitons d'abord. Merci. Ça me va droit au cœur. Ce que je peux dire à tous les jeunes et vieux, tous ceux qui veulent entreprendre ou tous qui rêvent d'entreprendre, est que je ne peux pas vous mentir que c'est facile. Je ne peux pas vous dire que voilà, faites ça et puis ça va marcher. Mais la bonne nouvelle que je peux vous dire est que c'est possible. Le fait que ça soit possible, c'est que vous pouvez oser dès maintenant et vous allez être fiers de vous juste quelques temps après. Et pourtant, la bonne nouvelle aussi est que si quelqu'un de faible comme moi a réussi à faire quelque chose, vous pouvez faire plus. Parce que je pense que vous êtes plus fort, plus efficace, voire même plus brillant que moi. C'est possible, essayons. Personne ne le fera à notre place. Personne ne le fera. C'est vous et moi. Et si vous ne le faites pas, maintenant, sachez que vous ne le ferez jamais. C'est maintenant qu'il faut oser. Merci. Si vous ne le faites pas maintenant, c'est que vous ne le ferez jamais. C'est maintenant qu'il faut oser. C'est par ces mots, mesdames et messieurs, que nous serons en train de discuter avec cette partie très intéressante, enrichissante. Je dois signaler que nous suivons M. Bernard de près tous ces textes qu'il fait sur X. Et si vous n'avez jamais eu l'occasion de les lire, allez sur X. Son nom, c'est juste Bernard Bahati. C'est une mine d'or. Vous allez apprendre chaque matin, chaque soir. On ne manque jamais
une nouvelle phrase de motivation, d'apprentissage. J'étais Moïse Itego à la présentation de cette émission. On se dit très bientôt pour le prochain numéro. Merci beaucoup à Alphonse Biraghi, merci beaucoup à Calvin Molongo. On se dit très bientôt. Ciao.